Nous passons maintenant au quatrième groupe de travail du comité d'éthique de l'INSERM. C'est le groupe de réflexion recherche avec accès direct aux patients, qui est animé par François Eisinger, qui est médecin en médecine interne, et la discutante, c'est Anne-Sophie Lapointe, membre du comité d'éthique et présidente de Vaincre les maladies lysosomales. Merci. Donc l'objet de cette présentation, c'est d'essayer de vous faire partager nos interrogations concernant la déstabilisation et ou la désynchronisation que l'on pense survenir par l'irruption de nouvelles technologies dans le champ de la recherche biomédicale. En fait, si on veut résumer pour nous ce que l'on observe déjà, c'est un raccourcissement de la distance entre les patients personnes cibles et les promoteurs de recherche. C'est-à-dire que l'ancien chemin était relativement long, on perdait des personnes en route, et il y avait au milieu de ce chemin, plus ou moins près du promoteur d'ailleurs, le médecin investigateur qui est toujours d'un point de vue légal un interlocuteur nécessaire dans certaines études, mais on pense que les outils modernes technologiques vont faire une sorte de raccourci entre les promoteurs et les patients ou les personnes cibles. Je pense, on a des arguments pour penser qu'il ne s'agit pas de la conséquence de nouveaux outils, mais d'une volonté politique qui utilise ces nouveaux outils de communication. Alors, pour vous montrer un peu ce qui, moi, personnellement, m'a réveillé et attiré mon attention, c'est qu'au plus grand congrès de cancérologie du monde, qui a lieu chaque année à Chicago, il y a eu déjà des communications l'an dernier sur est-ce que Twitter va nous permettre d'augmenter le recrutement dans des essais thérapeutiques. Et là, il y a un projet porté par une très grande équipe prestigieuse de Boston, portant sur les cancers du sein métastatiques. Et cette équipe a souhaité s'adresser directement aux patients aux États-Unis afin de leur dire, écoutez, on est une équipe experte et on a un protocole qui pourra peut-être vous être utile. Ça, c'est une publicité dans le métro de Boston que j'ai prise il y a un mois, dans lequel on dit aux gens, si vous êtes stressé, venez participer à une étude, et vous serez même susceptible de toucher un petit peu d'argent. Alors, nous, notre position dans notre groupe de travail, c'est de considérer qu'il s'agit là d'une opportunité considérable qui est susceptible d'améliorer la recherche biomédicale. C'est-à-dire qu'on part du principe que les études seront plus rapides et plus fiables à partir du moment où on va être capable de contacter plus de personnes et où, après on rentrera dans je ne vais pas rentrer dans des détails techniques concernant la fiabilité des données, mais on aura un accès direct aux patients. Cet accès direct aux patients, d'ailleurs, je le vis dans mon propre institut, c'est-à-dire qu'on a des protocoles de recherche avec l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique a offert aux patients qui sont inclus dans cette étude des tablettes sur lesquelles les personnes remplissent une fois par semaine des échelles de qualité de vie. Ces échelles de qualité de vie vont directement chez le promoteur industriel et nous, médecins, pourtant ça nous intéresse un peu, on n'a pas accès à ces données. Donc, vous voyez, on observe déjà sur cet élément une sorte de court-circuit. Ensuite, ça permet d'atteindre des patients périphériques, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des patients qui, au préalable, ne pouvaient pas être inclus dans des essais pour plein de raisons. Et si on est capable d'avoir un accès direct, on aura plus de patients plus rapidement et des patients représentant sans doute une représentativité plus large des différences interpatients. Et enfin, ça permet pour les patients eux-mêmes d'avoir une sorte d'offre plus large pour participer à la recherche. Donc ça, vous voyez, c'est un abstract d'un congrès de 2017 dédié à ce thème, qui analyse quels sont les recrutements les plus performants d'un point de vue du promoteur industriel concernant l'inclusion dans des essais. Donc, ils ont dit ce qui marche le mieux, c'est les groupes Facebook, ensuite, c'est les mails directs aux patients, et le circuit classique qui passe par les médecins qui informent les patients, en termes d'efficacité concernant le nombre et la rapidité
d'inclusion, arrive en troisième position. Alors, maintenant, donc, vous voyez, nous j'insiste là-dessus, hein, on n'est pas du tout opposé à l'utilisation de ces nouveaux outils, de ce raccourci vers les patients. Maintenant, on a certaines interrogations. Vous voyez, on part du principe que dans certaines pathologies, le nombre des personnes potentielles pouvant être incluses dans un essai est limité. Et si je suis un promoteur cynique, je suis un grand laboratoire, j'ai déjà un médicament qui m'est remboursé très cher pour une pathologie donnée. Si je veux conserver ma rente de situation, il suffit que je fasse des fausses études fictives sur ces patients-là, empêchant des concurrents de tester des molécules concurrentes. Vous avez l'air sceptique, je décris un scénario possible et j'ai tendance à penser que quelque part, quand il y a une utilité importante, il ne faut pas l'exclure du champ du possible. Et donc, on a, vous voyez, une sorte de possibilité d'élever le ticket d'entrée dans ce type d'accès à des ressources indispensables. Alors, vous voyez, on dit, est-ce qu'on peut remplacer les animaux par autre chose? Mais pour la recherche clinique, on ne pourra pas remplacer les malades par autre chose pour l'instant. Alors, il y a un autre rapprochement dont il faut qu'on discute. Si vous voulez, c'est classiquement, le financement de la recherche, c'est un financement relativement long. Les personnes payent des impôts, il y a un arbitrage intersecteur. Est-ce que je donne de l'argent à l'éducation? Est-ce que je le donne à la santé? Dans la santé, après, on peut dire est-ce que je le donne aux soins, à la prévention ou à la recherche, ainsi de suite. Donc, classiquement, pour ce type de recherche, le financement est assez long. Et quand on parle de rapprochement entre les personnes et les promoteurs potentiels, c'est un rapprochement qui va dans les deux sens. Et donc, il y a ce que l'on observe aujourd'hui, là encore, hein, on a des exemples de ce type de mécanisme, c'est-à-dire qu'un promoteur sollicite des personnes plus ou moins impliquées dans des pathologies pour obtenir un financement participatif direct. Alors, là encore, hein, si vous voulez, si on essaye de dire quels sont les avantages et les inconvénients, ce financement participatif, c'est un financement rapide, potentiellement important. Hein, si vous voulez, de temps en temps, on lit les sommes qui transitent, c'est non négligeable, et ça, quelque part, peut favoriser la sélection de projets hétérodoxes qui n'auraient pas passé les filtres traditionnels du financement. Maintenant, ce à quoi on pense, c'est une sorte d'effacement du contrôle budgétaire. Hein. Vous voyez, toutes les personnes ici qui ont rédigé des protocoles ont une partie qui est financement, dans laquelle on dit « j'ai besoin de tant d'argent pour tel poste, etc. » Et quand on est reviewer de ces projets, on dit « ah non, mais là, ils ont demandé trop ou pas assez, ou c'est mal équilibré. » Et ensuite, une fois que ce projet a été financé avec une annexe budgétaire, il y a des contrôles a posteriori. Peut-être qu'on pourrait demander qu'il y ait la même nature de contrôle pour les projets avec financement direct. Puis une autre interrogation que j'ai, c'est est-ce que le financement de la population pour des projets de recherche, comme le cœur d'une maman qui grandit au fur et à mesure qu'elle a des enfants, une maman et un papa d'ailleurs, ou est-ce que c'est un vase communicant, c'est-à-dire que quand je donne en financement direct, je vais moins donner à la Fondation de France, moins donner à la Ligue contre le cancer, organismes qui ont signé des conventions pour le contrôle de leur choix de sélection. Vous voyez, donc on peut se poser ce type de questions. Alors, puisque on nous demande d'être rapide et que je l'ai demandé ce matin aux autres, je vais m'appliquer cette règle. Donc, comme conclusion provisoire, ce qu'on peut, alors bien mal, je me refuse à débattre de cela, mais ce qu'on peut envisager, c'est l'émergence du patient consommateur de recherche, après le patient consommateur de soins. Et donc, on aurait une sorte d'homo economicus rationnel, utilitariste, visant à maximiser son utilité, pleinement informé, entre guillemets, qui, quand il est malade, va choisir le protocole qu'il finance, va choisir le protocole auquel il participe. Et surtout, peut-être dans notre groupe, ce qui a émergé comme crainte majeure, c'est qu'on craint le déplacement du critère de sélection des projets de recherche qui était pour l'instant de manière assez centrée
sur la qualité du projet scientifique vers la qualité de la communication. Pour continuer notre réflexion, on va organiser le mardi 7 novembre à l'INSERM un débat avec des représentants de l'industrie pharmaceutique, avec des représentants du ministère, avec plein de représentants. Et si certains d'entre vous estiment qu'ils auraient un intérêt pour eux ou qu'ils pourraient avoir une utilité pour nous, vous avez mon adresse mail et celle de François Hirsch. Voilà, je vous remercie. Alors, merci François. Je vais être discutante sur cette partie. Tu as fini sur une partie crowdfunding et sur l'importance de la communication. Et moi, je vais débuter mon propos sur cette partie communication par rapport à cette recherche avec un accès direct aux personnes. On va pouvoir voir qu'on va pouvoir avoir une temporalité de ce temps de recherche jusqu'au consentement de la personne. Donc on va pouvoir distinguer cette temporalité avec un temps, tu parlais de communication, on a parlé nous un peu de publicité, c'est-à-dire que de se dire que finalement cet appel à recherche vers les personnes qu'on veut inclure dans ces recherches vont, pour certains programmes, passer par beaucoup de publicité. Et donc l'importance de la communication est finalement, plutôt que la qualité de ce qu'il y aura à l'intérieur du programme, si la mariée est belle, peut-être que les personnes seront plus captives par rapport à ce projet. Donc il y avait cette idée de temporalité. Moi, je voudrais souligner quelques questions à mon humble niveau de représentant d'association d'un point de vue pratico-pratique, d'un point de vue éthique. Après, une petite conclusion pour repartir sur le crowdfunding. Donc, par rapport à cette publicité, il y a une chose en revanche, je pense, en France, le cadre que l'on a pour cette recherche, si on est sur un développement d'essais cliniques avec un médicament, il nous reste quand même l'obligation d'avoir un investigateur et d'avoir une visite médicale avec quand même une présence physique. Donc on va un peu exclure ce côté-là, mais on va peut-être parler de tout ce temps en amont qui va être ce temps de recrutement et d'information. Parce que si on va jusqu'au consentement, ça veut bien dire qu'avant, on va avoir donné une information. Et la question est de savoir quelle information on va donner, sous quelle forme et quelle est sa qualité. Et c'est là où on peut avoir dans cette temporalité, avant de recueillir le consentement, on peut se poser la question par rapport au CPP. Finalement, le CPP ne vise que la note d'information et de consentement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le CPP qui vise également ce côté un peu publicitaire de recherche qui cherche à capter ces personnes? Et est-ce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir? Donc c'est une idée comme ça, enfin, qui me paraît importante pour valider un peu ces moyens pour pouvoir capter l'attention. Et puis, il y a également le CPP, une attention à avoir, je pense, par rapport aux avantages. On sait bien qu'en France, pour les personnes malades, il n'y a pas de rétribution, mais il y a quand même certaines dispositions qui vont inciter certains malades à rentrer dans des protocoles. J'ai pu discuter avec certains d'entre vous sur certaines pathologies où des jeunes malades rentrent dans des protocoles parce qu'il y a quand même un bénéfice des tablettes, ordinateurs. Enfin, il y a quand même une rétribution, une contribution. Donc, c'est pas... Donc, va être attentif aussi à cette partie avantage. Pour le questionnement un peu éthique, alors je vois des choses positives et des choses négatives. Je vois quand même beaucoup de choses positives. Sur cette information, je dirais, via l'électronique, elle a un gros avantage, c'est qu'elle peut être modulée. Elle peut être rédigée en langage plus ou moins élaboré. Elle peut être donnée, je pense, avec une information de base. Et puis, l'informatique permet après de cliquer et de pouvoir donner une information de plus en plus poussée. Donc, cette modulation dans l'information qu'on va donner en amont du consentement, je la trouve intéressante. Donc ça, je trouve que l'outil informatique peut nous donner cette partie-là. La deuxième partie, alors moi, je ne suis pas médecin, je la trouve intéressante pour avoir une juste distance dans la relation de soins.
C'est-à-dire que j'aime beaucoup mon médecin, mais parfois c'est vrai que le clinicien soit à la fois celui qui propose la recherche, parfois c'est peut-être un petit peu où on place la liberté de la personne de se dire j'y vais pas, etc. Il y a juste se dire que cette distance du matériel informatique peut être intéressante pour pouvoir laisser ce temps de réflexion, cette autonomie. En tous les cas, d'une décision, on se pose peut-être une question un peu plus libre. Après, j'ai bien entendu ce qui a été dit ce matin par le président du CCNE, et ce que je comprends très bien en tant que médecin, où pour lui, cette relation médecin-patient est quand même très importante. Donc, il y a une balance quand même à faire entre les deux, mais je vois ça comme quelque chose d'un peu positif. Après, pour qui ? Là, il y a des questions un peu de biais qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et ça a été dit, qu'il faut une puissance suffisante. C'est-à-dire qu'il nous faut quand même un nombre suffisant. C'est-à-dire que cette distance derrière l'ordinateur va parfois nous empêcher de voir la qualité des données rentrées, enfin qui rentre les données. Et on aura besoin d'un nombre suffisant de personnes pour pouvoir, ce que vous dites dans réduire le bruit, je crois, réduire cette incertitude. Donc cette puissance suffisante qui est importante. Et puis également la question de la vulnérabilité des personnes qui vont rentrer dans ces études. Certaines personnes vont rentrer dans ces études, je dirais, via les biais, via l'informatique, via les réseaux sociaux, avec un sentiment d'appartenance à une communauté de recherche. Ce qui est très bien, mais est-ce que c'est pas illusoire et est-ce que cette communauté n'est pas fictive ? Elle est derrière son ordinateur. Est-ce qu'ils n'attendent pas trop de cette recherche ? Enfin, il y a beaucoup de questions. Et puis, on a aussi, par rapport aux volontaires sains, on peut se demander s'il ne peut pas y avoir aussi une espèce de mondialisation de la recherche du volontaire sain qui participerait à des recherches en étant lui-même en situation de vulnérabilité ou des populations migrantes. Enfin, il y a une question par rapport à ça. Je reviendrai là juste sur la question de la rapidité. Je pense que dans la slide 4, il y avait à la fois la fiabilité et puis la rapidité. Je pense que tu as tout à fait raison, c'est rapide à condition qu'on ait une bonne coordination et une bonne gouvernance en amont. Si ça a été mal construit, je pense que ce ne sera pas rapide parce que ce ne sera pas bien posé dès le départ. Donc cette question de la rapidité. Et en conclusion, pour cette partie-là, je pense que cet accès direct aux patients, elle est vraiment très intéressante. Elle implique beaucoup de pédagogie. Elle implique beaucoup de pédagogie à la fois pour les personnes et de la société civile. Et ça, moi, je pense que c'est dès l'école. Et tout à l'heure, on a entendu la culture technique et avec Léo Coutelec. Et puis l'idée aussi il y avait la culture technique et puis François, les s'aventuriers. François Tadei, les s'aventuriers. Pour moi, je trouve que c'est très important parce que si on a un accès à cette recherche de plus en plus individualisée, il faut que les gens, dès la plus jeune enfance, connaissent un peu ce processus de la recherche. Et puis, de la même partie, ça c'est pour je dirais la population générale, et également ces questions à amener par rapport à la responsabilité, la déontologie, les professionnels, de mettre les garde-fous par rapport à ces questions. Ensuite, le dernier point sur le crowdfunding, on a vu que c'était à la fois un levier et un frein. Clairement, ça a apporté beaucoup de fonds à certaines recherches. Je sais qu'Hervé en avait un peu discuté par rapport au travail qui a été fait au niveau des associations, et je peux en témoigner pour pouvoir à ce que les associations aient une certaine transparence, une rigueur dans les fonds qu'elles collectent et dans les projets associatifs de recherche qu'elles vont financer. Il y a maintenant des conseils scientifiques et médicaux, il y a des évaluations de dossiers, il y a des chercheurs extérieurs qui vont évaluer ces dossiers. Et finalement, on s'aperçoit que cette recherche, par le biais de ce crowdfunding, va un peu casser toute cette dynamique vertueuse. Donc ça, effectivement, ça pose une question. Ça pose la question de l'assèchement dont tu parlais. Et en même temps, je dirais qu'il y a eu des succès et il y aura toujours des succès par ce biais. Des recherches et des histoires. Alors c'est très des histoires américaines.
avec le film Mesures exceptionnelles et avec le laboratoire Amicus, où voilà, des parents d'une famille de 2 enfants atteints de patients pompe ont fait que maintenant il y a un laboratoire pharmaceutique. Et c'est des histoires qui existent aussi. Et ils ont commencé par cette collecte de recherche un peu, comment dire, un peu... pas naïve, mais donc il y a aussi des belles histoires. Donc en conclusion, ça me paraît très important de réfléchir collectivement. On a parlé du débat démocratique et je pense que tous ensemble, on doit réfléchir à ça parce que du côté des associations et du côté des patients, il faut quand même avoir une vigilance, même si ce sont des très bons outils, c'est clair, mais il y a une vigilance dans l'information que l'on va pouvoir donner en amont pour justement donner ce consentement, que ce consentement soit vraiment authentique. Voilà.